RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Nous recevons ce soir Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le candidat à la présidentielle d'Europe Écologie Les Verts et des écologistes. Des écologistes, oui, pardon. Faites bien. C'était une primaire ouverte, donc je suis le candidat des écologistes. D'accord. Vous avez gagné donc la primaire et envoyé Cécile Duflot dans le décor. Vous voulez incarner le renouveau des Verts, version adulte et non plus ado attardé. Avec vous, l'écologie va-t-elle quitter la politique ? Longtemps, on a eu le sentiment qu'auparavant, la politique primait sur l'écologie. Est-ce que ça va changer avec vous ? Quel est votre projet ? Allez-vous sortir les Verts des 2% dont ils ont le secret ? Et enfin, comme beaucoup, vous n'échappez pas parfois aux contradictions. Proche de Daniel Cohn-Bendit, vous plaidiez il y a un an pour une primaire de la gauche pour éviter la multiplication des candidatures et fragiliser donc la gauche. Résultat, vous avez fait votre primaire dans votre coin, pardonnez-moi, avec une certaine indifférence générale, même si en ce moment, vous êtes en train de prendre la lumière, on vous découvre. Mais en attendant de parler de tout cela, on va parler bien sûr de l'année 2016 qui s'achève dans la tragédie en Syrie, à Berlin, en Turquie. Et hier en Allemagne, un camion fou a foncé sur la foule en plein marché de Noël, faisant 12 morts et 48 blessés. Ce matin, Angela Merkel a réagi publiquement. On l'écoute. Je suis comme des millions de gens en Allemagne, blessés, choqués et extrêmement tristes de ce qui s'est passé hier sur ce marché de Noël à Berlin. Nous allons trouver la force de vivre comme nous le voulons, nous, ici en Allemagne, libres, ensemble et ouverts. Peut-être un mot sur ce qui s'est passé, Yannick Jadot. Mais peut-être, et deuxième question, la politique migratoire était déjà critiquée par Angela Merkel. S'il s'avère que l'attentat a été perpétré par quelqu'un qui est rentré avec le flux de migrants, ça va donner de la voix à ses opposants. Comment vous analysez cette situation ? On ne sait pas qui est l'auteur. Bien sûr, mais le risque est fort. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne connaît pas l'auteur de l'attentat. Deuxièmement, il y a eu plus d'attentats en France qu'en Allemagne. Et en France, ces attentats ont été perpétrés par des jeunes français. Donc, attaquer la politique d'accueil des réfugiés de Mme Merkel au regard d'un attentat terroriste n'est pas sain du point de vue du débat politique que nous devons avoir et du point de vue de la multiplication des attentats dans le monde perpétrés avec cette horreur, avec cette barbarie partout. Est-ce qu'on peut exclure qu'il y ait un terroriste qui se soit glissé dans le 1,5 million de réfugiés ? Oui, évidemment pas. Évidemment pas. Mais le sujet doit être, c'est quoi la responsabilité de l'Europe par rapport au drame qu'il y a en Syrie et ailleurs ? La responsabilité qu'a prise Mme Merkel sur la base de ce qu'elle considère être ses obligations dans le droit, sa foi chrétienne, son humanisme, a été de dire, ces personnes-là sont des survivants, ils fuient la guerre, il n'y a pas d'échappatoire à construire leur accueil et potentiellement leur intégration. Nous devons le faire à l'échelle européenne. La réalité, c'est qu'elle était la seule à se retrousser les manches et à faire le boulot et à mettre un toit et un lit pour près d'1 million de réfugiés. Donc je crois que lier le terrorisme aujourd'hui à la question des réfugiés en Allemagne est une non, mais vous savez très bien que ces opposants politiques vont le lien, tout le monde fait des liens. Tout le monde fait des liens tordus. Pas nous. Tout le monde fait des liens tordus. Mais vous savez qu'il y a des terroristes qui sont entrés en Europe
par ce canal. Mais il y a des terroristes qui sont entrés en Europe par ce canal. Il y a des terroristes qui sont entrés en Europe de manière totalement clandestine, sans se faire passer par des réfugiés. Oui. Et il y a des terroristes qui sont issus de nos villes. Bon, la question, au-delà de cet aspect des choses, Yannick Jadot, finalement, cette réponse d'Angela Merkel, cette réaction, c'est cet éternel discours des dirigeants européens après des attentats qui disent « Nous sommes forts, nous ne céderons pas, nous n'avons pas peur, nous vaincrons, nous allons continuer à vivre ». Est-ce que vous pensez vraiment que les peuples européens qui subissent des attentats en France, en Allemagne, ailleurs, vont éternellement se contenter de cette réponse-là ? Je l'espère d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui. Vous espérez une forme de fatalisme, au fond ? Ah non, pas du tout. J'espère que ce qui est dit sur la construction de sociétés ouvertes, la construction de sociétés où chacune et chacun est reconnu dans ses droits et dans sa dignité, la construction d'une société où nous avons à la fois les éléments de police, de renseignement, de coopération européenne dans ces deux matières qui permettent d'identifier de possibles auteurs d'attentats. La réponse qui consiste à dire nous devons recréer à l'échelle internationale un modèle aussi plus de coopération, de justice internationale qui ne donne pas du grain à moudre à tous les faiseurs de haine et de mort qui recrutent des jeunes terroristes sur la base, y compris d'inégalités, sur la base de discours racistes, sur toute cette base-là. Si on n'a pas un discours dans le monde d'aujourd'hui qui soit un discours de société ouverte, de pluralité, mais de justice, d'arrêt de toutes les complaisances. Quand on est dans la complaisance internationale, quand on est par rapport à des régimes qui exportent une vision fascisante de la religion, je parle de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, quand on ne résout pas sérieusement ce qui se passe en Syrie, quand on ne travaille pas sur l'accueil des réfugiés et qu'on laisse Erdogan instrumentaliser les réfugiés et Erdogan organiser un régime autocratique, sinon bientôt dictatorial, en Turquie. On va construire un monde d'injustice, à construire un monde de guerre civile et donc favoriser tous les recrutements terroristes. Yannick Jadot, si l'Allemagne est économiquement forte, politiquement forte, elle est un nain politique militairement. Est-ce que, avec ce qui vient de se passer, l'Allemagne, qui est de tradition, on va dire, pacifique, va muscler ses opérations extérieures? Est-ce que ça peut devenir un allié? C'est un débat en Allemagne. C'est un débat très intéressant en Allemagne parce qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est rentrée dans une forme de neutralité du point de vue militaire. Voilà. Ouais. Ils ont compris que cette période était passée. Deuxièmement, on sait aussi que... C'est ça l'enjeu peut-être. Deuxièmement, on sait aussi qu'il y a un repli et on entre dans un monde du chacun pour soi. Poutine, Erdogan, Trump, ça laisse l'Union européenne à la fois un peu seule... Mais obligée de se réveiller. Mais obligée de se réveiller et donc d'avoir une politique de défense commune. Et donc d'avoir une politique extérieure commune, donc une politique de défense commune. Et l'Allemagne commence à comprendre cet enjeu. Et je crois que si on était capable, dans un deal avec l'Allemagne, de dire nous avons un projet pour l'Europe. Ce projet pour l'Europe doit être un projet d'investissement, pas d'austérité. J'ai bien dit d'investissement. Un projet d'une politique commune de défense, d'une politique européenne de défense, d'une politique extérieure qui nous permette de peser sur les enjeux du monde. À ce moment-là, l'Allemagne on pourrait avoir une discussion européenne autour de ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. Vous savez, ça ne peut pas être les Français qui envoient des soldats en Afrique et les Allemands qui envoient des infirmières. Ça ne peut pas être ça durablement. Ou des avions. Donc il faut trouver l'équilibre, mais l'Europe est un point de basculement. Si l'Europe ne se donne pas la responsabilité de davantage gérer les affaires du monde, sur plus de coopération et donc plus de potentiel de paix, d'intervention géopolitique, d'intervention diplomatique, franchement, on va avoir un monde entre Trump et Poutine qui se partagent, non pas dans la guerre froide où ils étaient ennemis, mais là où ils sont
complices. Et en Europe, ce qui concerne il faut attendre, il n'est pas encore arrivé. Et en Europe, des Orban, des Kaczynski, qui est le vrai dirigeant du truc, là, ça va être le foutoir absolu. Vous parlez de dirigeants qui sont élus, en l'occurrence. Qui Orban, Erdogan, ce sont des dirigeants qui ont été élus. Oui, d'accord. Poutine aussi est élu. Poutine aussi est élu, mais quand vous êtes opposant, vous avez une chance sur deux de prendre une balle dans la tête. Donc il faut quand même... ça ne s'appelle pas la démocratie. C'est l'inconvénient de la démocratie qui permet. Non, c'est pas la démocratie. J'appelle pas ça la démocratie. Quand forcément toujours démocrates eux-mêmes d'arriver au pouvoir. Quand les journalistes sont menacés, potentiellement tués, quand ils s'intéressent de près à l'oligarchie qui gouverne ce pays, quand les opposants n'osent pas se présenter aux élections et que le seul élément d'opposition, c'est l'abstention, ça ne s'appelle pas une démocratie. Alors, revenons à l'attentat à Berlin. François Hollande a réagi aujourd'hui, solidarité évidemment avec l'Allemagne, mais il évoque aussi la menace permanente sur la France et le dispositif de sécurité. On l'écoute. Ici, en France, toutes les consignes avaient déjà été données pour que nous puissions sécuriser autant qu'il est possible tous les lieux, et notamment les marchés de Noël ou autres rassemblements. Nous avons un haut niveau de menace et nous avons un niveau et un plan de mobilisation et de vigilance particulièrement élevé aussi. Est-ce que vous pensez, Yannick Jadot, que la France est mieux protégée aujourd'hui que l'Allemagne grâce à l'état d'urgence? Non. Ça, tous les experts de l'état d'urgence disent qu'aujourd'hui, l'état d'urgence n'est plus un élément d'efficacité. Il l'a été et il ne l'est plus. Contre le terrorisme. Il l'a été probablement dans les premiers jours où il y a eu beaucoup de perquisitions. Ça a permis d'accélérer un certain nombre de procédures. Mais que ce soit à l'Assemblée nationale, personne ne dit qu'aujourd'hui, c'est un outil d'efficacité. Neutraliser les filières, tout ça, ça ne sert à rien. Assigner les personnes à résidence. La plupart de toutes les personnes aujourd'hui qui sont repérés, potentiellement emprisonnés, mis en examen sur des questions de terrorisme, le sont à travers des procédures classiques. Ça, c'est la réalité. Simplement, on est dans une surenchère aujourd'hui politique autour de ces questions-là qui ne permettent pas d'avoir de la sérénité et d'avoir un discours de vérité vis-à-vis des Françaises et des Français, parce qu'on va dire, d'une certaine façon, s'il enlève l'état d'urgence, il nous enlève une protection. Moi, ce que j'avais voulu, après les attentats de Nice, parce que jusqu'aux attentats de Nice, la classe politique française était quand même dans une sorte de respect, de sérieux par rapport à la lutte contre le terrorisme. Après les attentats de Nice, qu'aurait dû faire le président de la République, c'est de monter un Conseil national de lutte contre le terrorisme avec tous les chefs de parti, avec tous les chefs de groupes parlementaires, les experts et les services, et d'avoir des réunions hebdomadaires pour tenir au courant tout le monde des efforts et des meilleures mesures pour être efficace. Mon sujet, c'est pas la posture, c'est pas ce qu'on dit. Notre sujet, nous, c'est d'être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un manque d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme? Non, je pense qu'elle a été sérieusement renforcée. Ce que je veux dire, c'est que cette question, par exemple, du débat sur l'état d'urgence, vous n'avez pas un expert du terrorisme qui vous dit c'est une mesure importante pour moi dans ma lutte contre le terrorisme. Yannick Jadot, ce qu'ils veulent, c'est des moyens. Oui. Ce qu'ils veulent, c'est plus de moyens. Ce qu'ils veulent, c'est une meilleure coopération entre les services français. Donc une optimisation. Une optimisation. Ce qu'ils veulent, c'est une bien meilleure coopération à l'échelle européenne. Bien meilleure coopération à l'échelle européenne. La coopération entre les polices, la coopération entre les justices, la coopération entre les services de renseignement reste trop faible. Elle commence à s'améliorer. Mais ça, c'est pas du ressort de la France seule. Non, attendez, excusez-moi. La France a été victime d'attentats terroristes. D'autres pays européens le sont. C'est aussi de la responsabilité de la France de porter à l'échelle européenne une forte coopération, que ce soit des services de renseignement. Moi, je suis pour un FBI européen, je suis pour un parquet européen, qu'on donne des pouvoirs d'enquête à l'échelle européenne, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. C'est ça, se donner les moyens. Pour un Patriot Act à la française. Non, mais le Patriot Act, même Obama est obligé d'y revenir, parce que c'était cette forme de surveillance totale, massive de l'ensemble des citoyens. Ça ne sert à rien, même lui est obligé de revenir. Écoutez les experts du terrorisme, ils disent pas on manque de données sur tout le monde.
Ils disent on manque de moyens sur ceux qui sont identifiés. Donc la question, c'est pas de surveiller tout le monde. La question, c'est d'avoir les moyens de surveiller, en fait, d'arrêter et potentiellement de neutraliser des personnes qui sont déjà suspectées ou qui sont suspectées dans un autre pays et dont on ne sait pas quand ils viennent sur notre territoire. C'est ça le problème. Alors Yannick Jadot, vous êtes le candidat de l'écologie. On parlera évidemment de cet aspect des choses un peu plus tard. Mais sur des questions comme celle-là, sur la sécurité, sur la montée de l'islamisme, qui explique sans doute la montée aussi des partis populistes en Europe, sur le repli communautaire, est-ce que vous avez sur ces sujets-là des propositions, des idées à avancer? Bien sûr. Sur la sécurité, pour nous, très clairement, il faut remettre en place la police de proximité. Il faut être dans les quartiers, il faut être au plus proche des habitants pour pouvoir identifier, être à l'écoute, repérer quand il y a des comportements déviants. Ouais. Mais vous n'êtes pas un policier dans chaque cage d'escalier. Il faut être... Non, c'est pas dans chaque cage d'escalier. Il faut être que les services de renseignement, et c'est ce qui est en train de se faire, conduisent les enquêtes de police, le travail de la police au plus proche des territoires. Il faut aussi, évidemment... vous savez, la sécurité, c'est pas qu'une affaire de l'État. Quand vous organisez une démocratie locale, des conseils de quartier, des conseils d'école, vous mettez aussi les citoyens au cœur de la question de la sécurité, parce que là encore, non seulement vous créez du lien social et vous évitez que des jeunes se perdent totalement, mais vous êtes en capacité d'identifier des dérives. Et ça, c'est aussi notre responsabilité collective. Alors j'ai une question très précise à propos du repli identitaire, du communautarisme et de l'islamisme. Il y a quelques jours, France 2 a diffusé un reportage que vous avez peut-être vu. Ça se passe en Seine-Saint-Denis, dans la ville de Sevran, et on voit des bars dans lesquels les femmes sont littéralement interdites de séjour. Et on leur dit, ici, pas de femmes, pas de mixité. Ici, c'est le 93, leur dit-on. Ça n'est pas Paris. Qu'est-ce que vous faites dans des endroits comme ça, pour que les femmes ne soient plus exclues de l'espace public? C'est tout simplement illégal. Oui, non, mais attendez, de fait, c'est comme ça. Quand quelqu'un... Vous parlez d'un restaurateur? D'un bar. J'ai pas vu le reportage. J'ai entendu parler du sujet. Bon, c'est un bar. Un bar, il a une licence. Benoît Hamon dit c'est comme les ouvriers, au début du siècle, les femmes ne rentraient pas dans les bars. Bon. Non. Un bar, il a une licence. Oui. S'il ne respecte pas la loi, il perd sa licence. Mais... C'est facile. Après, la question de la laïcité. Le problème, c'est qu'on est toujours en France. On en fait un débat totalement radicalisé, totalement hystérisé. Quand on est pour la laïcité apaisée, c'est qu'on est totalement laxiste. Quand on est pour une laïcité stricte, c'est qu'on est totalement contre les religions. La réalité, que pour reconstruire une laïcité concrète, c'est de prendre exemple largement sur ce que font les maires. De ne pas travailler le truc à l'échelle nationale, parce que ce sont les maires le plus souvent qui sont confrontés à des enjeux de laïcité. Il faut remettre de la laïcité concrète. Personne ne dit que c'est simple à résoudre. Alors, si quelqu'un regardez par exemple l'histoire du Burkini. Si je peux pas aller dans un bar, vous êtes maire, je viens vous voir, vous faites quoi? Regardez le Burkini. Non mais le Burkini, ça a été le grand sujet. J'entends bien, mais le grand sujet, ça a été bien réglé. Vous avez 3 arrêtés qui ont été contestés par la justice. Qu'on dit vous ne pouvez pas le faire parce qu'il n'y a pas atteinte à l'ordre public. Et puis il y en a un où il y avait atteinte à l'ordre public et l'arrêté a été maintenu. Et bien ça, c'est une façon intelligente de gérer ces problèmes-là. Là, sur cette question-là, à partir du moment où c'est illégal, moi je suis pour que ce bar n'ait plus sa licence. C'est tout. Oui, mais là, on le sait parce qu'il y a l'équipe de télé qui y a été. Mais sinon, pour une femme qui est seule face à cette opposition, ça n'est pas forcément simple d'engager une procédure. On ne peut pas régler les problèmes qui ne sont pas identifiés. Vous êtes en train de me dire si le problème n'est pas identifié. Mais parce que le problème est aujourd'hui très important, vous le savez. Il y a incontestablement dans la société aujourd'hui des groupes religieux qui veulent imposer le fait religieux dans la vie collective, alors que nous sommes dans des sociétés qui sont censées être sécularisées. Il y a des groupes religieux, y compris de l'islam, qui jouent ce jeu-là. Donc là, c'est un combat politique qu'il faut mener. C'est un combat politique. Et vous le menez comment? Ça dépend des cas. Là, vous me parlez du bar, je dis que c'est illégal, la personne ne doit plus avoir sa licence de sortir. Mais attention, ce truc-là, il est... juridique. Mais parce que c'est illégal de recevoir des clients dans un restaurant. Vous ne pouvez pas dire, parce que c'est une femme, vous pouvez refuser. Vous croyez que si la femme va porter plainte, le bar va fermer? Je vous dis, vous me demandez ce que je fais. Oui, d'accord. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer à Sevran si le cas arrive. Non, vous me demandez, moi, ce que je fais. J'espère que la justice actera la perte de la licence
pour là, on est discrimination. Sur un cas d'espèce, mais vous savez qu'il y a, pour les femmes aujourd'hui, dans bon nombre de quartiers, que la vie est extrêmement difficile parce que la pression est très forte. Mais la pression est très forte, je le dis, c'est un combat politique à mener, c'est un combat pour les droits des femmes, mais ça ne doit pas se transformer en stigmatisation religieuse permanente. Parce que le problème de la dérive, quand on passe à la stigmatisation religieuse permanente, c'est qu'on crée aussi les replis identitaires. On rentre dans un cercle vicieux où plein de femmes et d'hommes se disaient jusque-là, moi je suis français, l'islam c'est ma culture, mais ça me concerne pas. Et d'un seul coup, à force d'être stigmatisés, ils commencent à se considérer comme des musulmans. Et plus vous les stigmatisez, et plus vous créez un repli identitaire, plus vous contestez leur légitimité à être des Françaises et des Français comme les autres. Oui, mais c'est ça qui est important. On va s'arrêter. C'est ça qui est important. Parce que c'est un sujet extrêmement important. On se retrouve tout de suite. On se retrouve. On fait un petit point sur l'actualité et on se retrouve dans 5 minutes. Ici l'Europe, présenté par Caroline de Camaret. Rejoignez-nous pour notre spéciale agriculture européenne. Dans les îles, nous vous emmènerons à la Réunion, accro à la canne à sucre, puis aux Canaries, des îles qui ont la banane. Toutes deux s'inquiètent des effets de la mondialisation. Ici l'Europe, à voir sur France 24 et sur France24.com.